aujourd'hui, 700 millions d'euros, c'est un gros volume d'investissement sur un marché européen. Il va falloir avoir plus d'imposition pour enflouer les caisses. Et cette imposition, on va la chercher notamment sur l'immobilier, de manière historique. Il y a 5% des bureaux qui pourraient être loués qui sont vides. Oui, alors il y a une partie qui est en travaux, qui est entre les deux. I'm cool, I'm making my own rules. Don't tell me what to do. Bienvenue dans Money Time. On fait le bilan de 2025 pour mieux préparer 2026 et on va s'arrêter sur l'immobilier. Est-ce que l'immobilier est une valeur refuge? Est-ce qu'elle l'a été en 2025? Est-ce qu'elle le sera en 2026? Où en est-on? On parle de tous les immobiliers. C'est parti. On est avec Sébastien chez Mouni, Dofi Invest Real Estate SAS. C'est Money Time. Après la volatilité des marchés et des cryptos, on va aller sur du solide puisqu'on va parler de la pierre avec toi. Bonjour Sébastien. Sébastien Chimouni, tu es directeur Dofi Invest Real Estate SAS avec toi. On va faire le point parce que tu vas nous parler de la pierre qui protège, de la pierre qui rassure. Et pourtant, tu n'as pas un secteur facile. Parce que cette année, il n'y a pas que les marchés financiers qui nous ont fait tourner la tête. Le marché IMO aussi pose beaucoup de questions. On va parler du marché IMO au sens large avec toi, de la pierre, mais aussi SCPI, du bureau, de la location. Bref, on va faire un gros point. D'abord, résume-nous ton année 2025. Oui, bonjour Lorraine. L'année 2025 a été bien meilleure que celle de 2024 et de 2023. Je vous rappelle que l'immobilier, comme tout actif financier, a subi la hausse des taux de 2022 et donc il y a eu pour conséquence immédiate la baisse des valeurs. Et donc l'immobilier... En gros, il faut le dire un peu simplement, mais quand les taux sont hauts, le prix des biens diminue et quand les prix augmentent, c'est que les taux sont plus bas. C'est plutôt la hausse ou la baisse. Quand les taux sont hauts, en fait, on s'adapte. Il y a une prime de risque qui fait que les prix, en fait, évoluent ou pas. Mais c'est plutôt quand les taux montent, et montent rapidement, comme c'était le cas en juin 2022, à partir de juin 2022, que les prix baissent. Aujourd'hui, en 2025, donc je ne dirais pas que c'était une bonne année, je ne dirais pas que c'était une mauvaise année, c'était une année où on a vu une convalescence du marché immobilier. Convalescence, pourquoi? Parce que, en fait, 3 signaux assez positifs pour cette année, on les prend, ces signaux positifs. Ils nous ont manqué en 2024 et 2023. Premier signal, une relative stabilité des valeurs. On a vu les taux de rendement immobilier assez stables sur l'année, pas de baisse de valeur, à part quelques ajustements de valeur d'expertise qui étaient nécessaires sur certaines classes d'actifs, mais globalement, une stabilité des valeurs, ce qui est très bien après 2 années de baisse des valeurs immobilières. Le deuxième signal positif, c'est une reprise des volumes d'investissement. Aujourd'hui, on est à 5% de plus pour la fin d'année prévue 2025 que l'année 2024. Alors, ce n'est pas beaucoup, 5%, mais on prend les 5% parce que c'est une tendance. Et dans cette tendance, il y a aussi un élément assez significatif, c'est qu'on a un retour des gros volumes d'investissement. Je prends un exemple qui est Blackstone, qui a acheté un immeuble... Fais le portrait de Blackstone en un mot. C'est qui Blackstone? Blackstone, c'est un asset manager américain qui fait des fonds instituts et des fonds retail. Et qui fait un peu son shopping en France en ce moment. Et qui fait son shopping en France en ce moment parce qu'il trouve que c'est intéressant et que les prix, en fait, sont à un niveau qui leur semble acceptable. Et cette opération dont je parle, donc c'est l'immeuble Paris Trocadéro avenue Kléber, donc un gros centre d'affaires. Donc on est dans l'ouest de Paris, quartier UP, pas loin des Champs. Voilà, et donc c'est ce qu'on appelle le quartier central des affaires. Le QCA pour les intimes. Le QCA ou CBD en anglais, qui plaît, qui a toujours plu et qui a surtout une pérennité dans son attractivité locative. C'est-à-dire que c'est toujours des biens qui vont être sexy, pour le dire un peu. Qui vont être sexy, oui, parce que c'est un immeuble haussmannien qui est magnifique, mais surtout qui va attirer des locataires. L'appétit des investisseurs, là où l'attractivité des locataires est démontrée sur le long terme. C'est-à-dire que le bien en lui-même est beau et en plus on sait qu'il va bien marcher parce qu'on arrivera à le remplir et à le faire tourner. Exactement, sur le long terme. Et c'est très important pour des investisseurs pour n'importe quel investisseur, qu'il soit un investisseur court terme comme Blackstone ou un investisseur long terme, parce qu'effectivement, si l'immeuble n'a pas d'attractivité locative sur le long terme et qu'il est vide et qu'il a des périodes de vacances locatives, bien sûr, c'est sa valeur qui va être un petit. Tu peux nous mettre un chiffre sur cet immeuble ou sur la transaction? Oui, alors c'est pas public, mais on parle de plus de 700 millions d'euros, ce qui est un chiffre assez important. Alors on a vu
plus important dans les années 2017 à 2022, mais parce que le capital était beaucoup plus disponible. Aujourd'hui, 700 millions d'euros, c'est un gros volume d'investissement sur un marché européen. Et on est tous assez contents que effectivement, Blackstone montre la voie. Le deuxième chiffre intéressant sur cette transaction, c'est le taux de rendement. Le taux de rendement, il est à 4,15%. À peu près, ce n'est pas un chiffre public, mais d'après les estimations, c'est à peu près 4,15%. Il faut savoir que l'OAT français, 10 ans, aujourd'hui, il est à 3,60. Donc, on est vraiment sur un point au-dessus, quoi. Ouais, on est vraiment sur une prime de risque qui est très très faible. Le bond américain, je crois qu'il est autour des 4,15 ou quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, donc il est vraiment sur. C'est pas une prime de risque qui est intéressante pour Blackstone. Par contre, effectivement, ils achètent un immeuble à Paris, un immeuble qui a une belle pérennité devant eux et donc un potentiel important. Bon, tu nous as présenté l'immobilier comme quelqu'un en convalescence. Oui. Grand corps malade ou malade sur le point de sortir de l'hosto, là? Alors, c'est sur le point de sortir de l'hosto, j'en suis persuadé. Il y a quand même quelques signaux négatifs, des situations négatives aujourd'hui. C'est l'instabilité politique. En France ? En France, oui. Qui fait que l'instabilité politique, en fait, ne donne pas suffisamment de confiance sur le long terme. L'immobilier est une classe d'actifs dans laquelle il faut avoir confiance pour investir sur le long terme. La pierre, chère aux Français, c'est parce que c'est un investissement de long terme. L'instabilité politique, en fait, introduit plusieurs éléments, comme effectivement les taux d'intérêt. Aujourd'hui, la France a un taux d'intérêt autour des 3,60%, qui est plus important que d'autres pays européens comme l'Italie ou l'Espagne, parce que justement, c'est la confiance qui est démontrée à travers de ce taux. Le deuxième aspect, c'est effectivement les recettes de l'État ou le budget de l'État ou la balance commerciale de l'État qui font que il va falloir avoir plus d'imposition pour renflouer les caisses. Et cette imposition, on va la chercher notamment sur l'immobilier de manière historique. Donc, cette incertitude fait qu'effectivement, ça met des freins donc, aux investissements au retour de l'immobilier. Par contre, l'instabilité politique, on espère tous qu'elle soit court terme parce que je parle de l'immobilier, mais c'est quand même bien plus grave pour la France et toutes les industries de la France. Le deuxième sujet, c'est comme signal négatif aujourd'hui qui ne nous permet pas de dire qu'effectivement l'année prochaine, ça va être une reprise, c'est certain. On reste encore myope. Ouais. Voilà, c'est la faible croissance économique, la croissance du PIB. On est aujourd'hui autour des 0,8, ça a été annoncé par Roland Lescure la semaine dernière, qui quand même reste assez faible comme croissance économique. Nous, la croissance économique, dans la partie immobilier commercial, elle est très importante parce que ça crée de l'emploi. Un emploi créé, ce sont des mètres carrés utilisés, que ce soit dans une usine, que ce soit dans un entrepôt ou dans Il des est là bureaux. le lien entre des chiffres macro de notre économie, en l'occurrence le taux de croissance, et la création d'emplois qui fait que les gens ont besoin de Qui occupent bureaux, des immeubles. de locaux commerciaux, Exactement. de locaux commerciaux. Voilà, c'est ça le lien direct. Exactement. Et 0,8, en général, c'est jamais très précis, mais on est autour des 1% pour créer de l'emploi et donc que ce soit On est un chouïa en ça là. positif pour l'immobilier, on est un chouïa en deçà. Et les impacts, on les voit aujourd'hui. Concrètement, on est sur des prises à bail, parce que c'est un Dis-nous prise à bail avec les mots de tous les jours. prise à bail, c'est le nombre de locataires ou le nombre de mètres carrés qui sont signés par des locataires et des bailleurs sur l'année, sur une période. Aujourd'hui, on est à peu près à 1 600 000 mètres carrés, enfin, c'est ce qu'on prévoit à la fin de l'année, de prise à bail. Et c'est bien, c'est 1,6 en million, dessous des attentes. c'est en dessous de la moyenne décennale qui est à peu près autour des 1,9 million. Donc c'est en dessous. Et ça On voit bien que traduit. l'économie, elle est Ouais. au ralenti. Comme on n'a pas de Exactement. visibilité, il n'y a pas de choix d'investissement à moyen terme. Et voilà, donc là, c'est 300 000 là, qui manquent. Ils disent toute cette incertitude dans laquelle on est. Exactement. Et l'impact, c'est sur le taux de vacances marché. À Paris, quartier central des affaires, on est autour des 5%, 5,2%. Donc il y a 5% des bureaux qui pourraient être loués qui sont vides. Oui, alors il y a une partie qui est en travaux, qui est entre les deux, mais c'est un taux de vacances qui est... Alors il correspond à la moyenne européenne. La moyenne européenne est à 5,4. Ok. Donc on n'est pas non plus
on est sur les marchés européens. Mais là, on parle du QCA de Paris. Mais on parle du quartier des QCA de affaires Paris, ouais. qui, il y a 1 an et demi, était autour des 2,5%. Donc, c'est un taux de vacances qui augmente, ce qui est pas très bon, parce que l'impact de ce taux de vacances, c'est sur les loyers. Si l'occupation est en tension, les loyers augmentent. Si effectivement le taux de vacances grandit, les loyers descendent. Mais la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est qu'on pense trouver une tendance à des locataires parisiens qui vont en première couronne. En fait, c'est suite au Covid, post-Covid, on a vu un abandon, une polarisation des locataires sur Paris et un abandon de la deuxième couronne et aussi de la première couronne. Décris-nous avec des mots d'endroits, la première et la deuxième couronne pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec Paris. Voilà, la première couronne, c'est la première couronne. Il y a le croissant ouest qui va de ici, on est à Levallois, vers Issy-les-Moulineaux. Croissant ouest en passant par Neuilly, Boulogne. Et ensuite, tu as le nord avec Saint-Ouen, Saint-Denis, l'est parisien avec Fontenay, Montreuil, et le sud avec Villejuif, Kremlin, Bicêtre et autres villes. En fait, ce sont des villes qui, première couronne, pourquoi? Parce que y a un accès au métro. Le métro parisien va en première couronne. La deuxième couronne, c'est un peu plus délicat. Là, on parle de Rueil ou des villes qui sont beaucoup moins accessibles. Donc là, c'est RER, c'est RER, de voiture ou bus souvent de banlieue. voiture, oui, où souvent on doit faire plusieurs changements, et donc c'est plus compliqué, c'est plus fatigant le matin. Et donc, on était en tension de l'emploi ces quelques dernières années, et donc les entreprises cherchaient en fait à trouver des emplacements attractifs pour ces futurs employés et employés en place de façon à les retenir. Le mot que tu n'utilises pas, c'est télétravail, là. Tout le sujet là-dedans, c'est comment on fait venir les gens au bureau, que le bureau soit près ou loin, comment on fait pour assurer la connectivité et puis la motivation, en fait. Le télétravail a aidé, en fait, à ces stratégies, en fait. Tu regardes une entreprise comme Ernst & Young qui a Dans l'audit et le conseil. Audit et conseil, qui a plusieurs milliers de mètres carrés à la Défense, Tour First à la Défense. En fait, il y a quelques mois, ils ont décidé de venir s'implanter à Paris. Donc, ils ont libéré les surfaces qu'ils ont à la Défense pour venir à Paris. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, parce qu'effectivement, ils veulent attirer des talents, ce qui est critique pour une entreprise de conseil. Et deuxième raison, parce que le télétravail a fait qu'ils ont besoin de beaucoup moins de mètres carrés Paris QCA qu'à la Défense. Donc ça devient rentable d'être dans le centre de Paris? Alors, rentable, je ne sais pas, mais en tous les cas, ce ne sont pas des coûts qui ont explosé. Parce que les loyers sont concrètement peut-être 4 fois plus importants, ou de 3 à 4 fois plus importants à Paris, quartier central des affaires, qu'à la Défense, qui est à 3 stations métro. C'est les mêmes arbitrages que finalement pour les résidents parisiens. Ceux qui choisissent de rester dans le centre de Paris et vivre dans le plus petit, plutôt que d'aller en banlieue, proche ou lointaine, avec plus grand. Et c'est la même chose pour les entreprises. Oui, exactement. Et pourquoi on prend plus petit à Paris? Alors pas tout le monde, mais pourquoi certains résidents choisissent plus petit à Paris plutôt que des espaces verts plus importants et plus de surface en dehors de Paris? Parce qu'on est au cœur de Paris, très souvent pas loin de son bureau, on passe moins de temps dans les transports, accès au monde culturel offert par Paris. Ce qui fait Paris. Ouais. Ce qui fait Paris. Et ça, il y a évidemment une contrepartie qui est qu'on a moins de surface. Je reviens sur la partie tension sur Paris qui est en train de disparaître. Donc le taux de vacances augmente. On est sur un loyer à Paris qui a dépassé les 1 200 € du mètre carré. Par mois? Par an. Par an. Ah non, attends, donc redis-nous ça autrement. C'est-à-dire que quand un locataire loue des espaces commerciaux à Paris, donc des bureaux concrètement, 1 mètre carré, il le loue 1 200 €, plus de 1 200 € dans le quartier central des affaires. Je parle des prix les plus chers par an. Donc c'est des charges très importantes pour les entreprises, et effectivement, il faut avoir derrière les côtés bénéfices de ces coûts, et notamment dans la rétention des talents. Comme on est moins en tension sur le marché de l'emploi, les entreprises commencent à retourner en première couronne et libèrent un peu plus Paris. Aujourd'hui, les 9 premiers mois de l'année 2025, il y a à peu près 100 000 m² d'entreprises qui ont fait ce choix. J'ai 2 exemples à donner, donc, qui nous concernent plus directement. Un, c'est une marque de luxe japonaise qui s'appelle Shiseido, qui est allée du Paris 8e à Neuilly-sur-Seine, dans un immeuble de la Massif, donc un de nos actionnaires et investisseurs. Et le deuxième exemple, c'est le groupe AMA,
qui appartient au Fiinvest, qui a décidé de libérer ses implantations parisiennes pour aller s'implanter à Issy-Moulineaux dans une magnifique tour Keko au bord de Seine. Et toute neuve. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, ce sont des mètres carrés, des bureaux de qualité, peut-être plus disponibles, avec plus de services. Et effectivement, c'est ce que cherchent les collaborateurs, et à des coûts qui, in fine, sont plus intéressants. Mais comme on prend plus de mètres carrés dans le sens inverse, ça fait pas forcément les économies. Mais c'est pas pour ça que, en fait, c'est pas pour les économies que les entreprises cherchent à quitter Paris. C'est plus pour avoir de la qualité dans les surfaces et apporter plus de services à ses collaborateurs. En fait, tu es bien placé pour faire ce constat, quoi, que certaines entreprises quittent le QCA pour aller en première couronne, puisque finalement, c'est ce qui se passe dans ta boîte. Oui, et c'est ce qu'on voit autour de nous. Encore une fois, 100 000 m². À l'inverse, on a 25 000 m² d'entreprises qui sont allées de la première couronne vers Paris. Donc, c'est quand même une tendance qui s'affaiblit par rapport aux années passées. En tout cas, ça ne s'équilibre pas. C'est ça qu'on voit. Oui. Et ce qui est important, c'est que la première couronne, en fait, avait été assez délaissée. Il y avait vraiment une vraie polarisation sur Paris, Paris Lumière Générale, et notamment le quartier central des affaires, ce qui a fait une tension sur les loyers qui est pas forcément... On est content de voir les loyers augmenter, mais par contre, si en première couronne, les loyers baissent, c'est pas bien non plus. Il faut que les marchés s'équilibrent. Et c'est mieux comme ça, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est un signal positif pour l'année, malgré effectivement le fait, je reviens sur la croissance qui est faible, et qui fait qu'on crée il y a moins de prises à bail que les années passées. Bon, on a fait le bilan de 2025, on s'est mis du point de vue de l'investisseur, évidemment, on a pas mal parlé de commercial. Avec toi, maintenant, on va regarder devant nous et se projeter sur 2026. On commence à comprendre un peu que l'immobilier change de place dans le cœur des Français. Alors, on va se mettre du point de vue de l'investisseur B2C et aussi un peu toujours B2B, mais avec toute l'incertitude politique et économique qu'on traverse, est-ce que tu as le sentiment, toi Sébastien, dont le métier c'est l'IMO depuis des années, que l'immobilier est toujours perçu comme une valeur refuge? Est-ce que le terme refuge est toujours à propos? Oui, complètement. Complètement et toujours, quoi. Oui, et toujours. Mais en fait, on peut se poser la question j'en parlais tout à l'heure, c'est financier, mais les primes de risque. En fait, quand l'OAT française 10 ans, qui est quand même la capacité de l'État français à rembourser ses dettes dans les 10 ans... À payer avec un tiré sa dette. Ouais. Voilà, exactement. Et qu'aujourd'hui, il y a des immeubles qui se vendent à Paris, des immeubles haussmanniens qui ont plus de 100 ans d'existence, qui se vendent à moins de 4% de taux de rendement, c'est-à-dire qu'avec une prime de risque de moins de 50 points de base. Ça veut dire que les gens croient, l'exemple de Blackstone tout à l'heure, croient sur la capacité de cet immeuble à apporter des loyers sur les 5, 10, 15, 20 ans à venir. Finalement, l'IMO parisien qui inspire un petit peu plus de confiance que le 10 ans français, quoi. Oui. Alors, un peu plus... on peut se poser la question, parce qu'aujourd'hui, il y a une prime de risque positive. On n'est pas sur une prime de risque négative qui a eu lieu dans le passé, mais qui est somme toute assez rare. Mais effectivement, ça, pour moi, démontre que l'immobilier, et notamment l'immobilier parisien, il n'y a pas que l'immobilier parisien, mais l'immobilier parisien a cet avantage d'être là depuis très longtemps. Paris a l'avantage de ne pas avoir de foncier disponible pour pouvoir construire de la compétition. Donc, quand on achète un immeuble, la compétition, elle existe déjà. Elle est autour de nous. Quoi. Le marché est figé. Donc c'est quand même plus facile de se projeter et donc d'en faire des valeurs refuges. Concrètement, j'ai parlé de la prime de risque tout à l'heure, mais il y a un point je reviens, c'est aussi un point intéressant. Les primes de risque sont faibles. Aujourd'hui, un investisseur français a 40-50 points de base de différence avec l'OAT français. Il aura du mal à investir dans l'immobilier parce qu'il préférerait acheter de l'OAT. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est des fois des travaux, des locataires qui s'en vont, des locataires qui des fois peuvent faire faillite, donc des surprises, alors qu'encore une fois, l'OAT français, on peut être assez confortable sur la capacité de l'État français à rembourser sa dette. Même si certains sont critiques, mais a priori, voilà. On peut être assez confortable. Mais par contre, c'est sûrement la raison pour laquelle on voit de plus en plus d'investisseurs étrangers arriver sur le marché français, et notamment les Allemands, pour qui l'OAT, enfin leur bond allemand est beaucoup plus faible.
Je crois que le OAT allemand est en dessous des 3%. Donc les primes de risque, quand ils viennent investir en France, est bien plus importante. On voit à quel point tu nous décris un marché ultra international. Tu as parlé des US, tu as parlé d'acteurs américains, là tu nous parles d'acteurs allemands, pourtant c'est l'Europe, on pourrait croire que... enfin, voilà, c'est un marché mondial, Paris peut être saisi par des investisseurs de partout, quoi. Oui, et aujourd'hui, ce que je dis, c'est que Paris intéresse beaucoup plus les investisseurs étrangers que les investisseurs français pour des allocataires d'actifs, pour des investisseurs institutionnels. Tactique, donc on est dans un relatif court terme. Exactement. Quand on est dans la transmission, donc dans le très long terme, là, effectivement, on a vu des family office investir dans Paris et eux ne regardent pas les taux. Ils regardent simplement le prix au mètre carré. Est-ce que c'est un prix qui me paraît intéressant? Oui. Et là, j'investis pour 10, 20, 30 ans de la transmission. Presque patrimonial. Patrimonial. Inversement, où vont les investisseurs français aujourd'hui? C'est ça qui est intéressant parce que aujourd'hui, la seule classe d'actifs qui collecte en France, c'est les SCPI. Tu en as parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, les SCPI collectent de plus en plus. C'est à peu près un peu plus d'1 milliard par trimestre, avec 1,2 milliard sur le dernier trimestre Q3 2025. Et c'est intéressant de voir où va cet argent en fait. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, si c'est pour investir en France avec des primes de risque très faibles, ça n'intéresse pas beaucoup les investisseurs français. Donc aujourd'hui, 80% de la collecte du dernier trimestre, du troisième trimestre 2025 en SCPI, donc plus d'1 milliard d'euros, est allé s'investir à l'étranger. Mais alors les SCPI, il y a plein de choses dans les SCPI. Et cet argent, il va où spécifiquement? Tu peux nous décrire? Alors, il va dans des classes d'actifs qui sont très diversifiées aujourd'hui. Ça va du parking à du petit commerce en pied d'immeuble, ou voire des entrepôts, des locaux d'activité ou même des bureaux. Il y a deux conditions. Et la première condition, c'est effectivement des rendements intéressants, parce qu'aujourd'hui, les SCPI apportent un niveau de performance très important. C'est quoi un rendement intéressant? C'est supérieur à 5,5. C'est supérieur à 5,5 net aujourd'hui. Alors, il y a des SCPI qui proposent des rendements bien plus importants que ça. On est au 8, 9, des fois plus de 10%. Mais parce qu'il y a toujours un mais, quand on a des rendements très intéressants, il y a un impact potentiellement sur la durabilité de ces investissements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 10% ad vitam aeternam. Sinon, la mécanique de nos marchés fait que ça va attirer beaucoup de capitaux et ces capitaux vont faire baisser les rendements. Qu'est-ce qui fait 9-10% là? Alors, c'est des locaux d'activité en deuxième couronne de villes, de grandes métropoles françaises, comme Strasbourg ou Lille. Quand on va en deuxième couronne et qu'on achète des locaux d'activité avec un bail, on peut trouver du 8%. Mais le 8% vient avec un niveau de risque, encore une fois. Et tu l'as dit, un horizon de temps quand même un peu plus étroit. Et le bail, en fait, il a une durée, le bail, il a toujours une date de fin. Et à cette fin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le locataire va renouveler? Si ce locataire s'en va, ça veut dire de la vacance locative. Donc l'immeuble ne va plus générer de rendement. Et potentiellement, si on a du mal à trouver un autre locataire, ça peut être durable. Donc des gros trous entre les périodes. Exactement. Et là, je parle de cash flow, donc de rendement de revenus locatifs, mais il y a un impact sur la valeur de l'immeuble. Parce que si effectivement l'immeuble n'a pas d'attractivité locative, qui va acheter l'immeuble? Et donc, si personne ne va acheter l'immeuble, la valeur descend. Le prix descend. Tu nous as parlé du QCA, du quartier central des affaires à Paris. Là, tu nous as touché un petit mot des locaux commerciaux, on va dire des entrepôts qu'il peut y avoir autour de grosses villes françaises. Tu as cité Strasbourg. Là, en 2026, toi et ton équipe, vous allez sur quoi? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme éclairage sur les catégories côté IMO qui peuvent bien marcher en 2026? C'est notre ambition, notre vision du sujet, et d'autres acteurs peuvent avoir des visions différentes. Nous, on croit, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, le côté refuge, le côté durabilité, on croit à Paris. On croit aux quartiers centraux des affaires des grandes métropoles européennes, notamment Paris. Donne-nous 2-3 autres métropoles qu'on benchmark Paris et quoi d'autre comme grosse capitale qui pourrait Il y a Londres, qui est une grosse capitale. Il y a Munich, on aime beaucoup Hambourg, on aime beaucoup Copenhague et Amsterdam. Bon, tu es plutôt en Europe du Nord, du coup. Oui, on est plus sur l'Europe du Nord. Si tu veux un exemple de l'Europe du Sud, je mettrais Milan. C'est plus rare, effectivement, dans le Sud. Après, c'est notre vision. Donc, QCA des métropoles européennes. Mais pas d'une façon acheter un immeuble, ce qu'on appelle sec, c'est-à-dire avec un locataire, avec un bail long terme devant nous, et l'immeuble, il faut juste récupérer le loyer.
Nous, parce que ça, les taux de rendement sont très faibles et donc très secs. Qu'est-ce que tu préfères alors? Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt acheter des immeubles à repositionner, donc avec des travaux, Ouais. avec une réflexion sur comment faire les travaux, comment intégrer une performance environnementale dans l'immeuble, de façon à attirer des locataires et donc prendre un risque de travaux, prendre un risque commercial, mais pas prendre le risque de l'emplacement. C'est-à-dire que Localisation. c'est toujours un des fondamentaux de l'immobilier qui est très important, et ça doit rester. Dans les exemples que j'ai cités tout à l'heure de locaux d'activité en deuxième couronne de métropole française, je ne suis pas sûr que ce fondamental est toujours respecté. Nous, le fondamental de la localisation est très important. On ne fera pas de concessions sur l'emplacement. Et j'entends ce sous-jacent, pardon, c'est un mauvais mot, mais ESG, ou en tout cas cette dimension climat, ou en tout cas environnementale dans les immeubles, que vous en profitez pour rénover, quoi. Repositionner, Ok. QCA, Belleville, Capitale, quoi d'autre? Exactement. Alors, après, il y a la logistique pan-européenne. Donc, entrepôt, donne-nous des mots, ça veut dire, il y a quoi derrière logistique? Les entrepôts, là où on stocke. Ça peut être aussi des messageries. Vous avez vu, tu as vu comme nous tous, l'essor des petits colis. Ces petits colis, ils utilisent des entrepôts. On parle de last mile, du dernier kilomètre, mais ces petits colis passent par d'autres entrepôts. En fait, il y a, dans une recherche de globalisation, on a besoin d'entrepôts pour stocker un peu partout. Quand on est en recherche de souveraineté, ce qui a été le cas de la France post-Covid, il faut qu'on stocke. Donc on a besoin d'entrepôts. L'entrepôt, la logistique, c'est une classe d'actifs qui résiste au changement de tendance séculaire et qui a toujours des besoins très forts. Donc on croit vraiment à cette classe d'actifs. Après, pan-européenne, c'est-à-dire que pareil, les localisations, on ne fera pas de concessions sur la localisation. Il faut que ce soit des entrepôts sur la dorsale française, donc Paris, Lyon, Marseille, sur le nord de l'Europe du Nord, donc sur la mer du Nord avec Eindhoven, Rotterdam. Les hubs logistiques. Les hubs logistiques européens. Qui sont très demandés aujourd'hui. Hub maritime, hub aéroportuaire, et puis hub aussi de tout ce qui va être transport routier. Exactement. Et ça, on a vu, c'est une classe d'actifs qui voit des croissances de loyer et qui est toujours très demandée. Donne-nous une troisième classe d'actifs que tu regardes, enfin en tout cas une troisième chose que tu regardes pour 2026. Alors j'en ai peut-être deux autres. Une qui est le résidentiel. Mais pas le résidentiel libre. Le résidentiel libre, qu'est-ce que c'est? Je suis propriétaire d'un immeuble de logement et je loue chaque appartement à des familles. Ça, c'est du résidentiel libre. Et c'est pas ce qu'on recommande parce que les taux de rendement de ces actifs sont très très faibles. Tu l'as dit déjà tout à l'heure en parlant des bureaux. C'est des locataires à gérer, tu passes ta vie à réparer des cafetières, quoi. Oui, alors ça c'est notre métier, ça ne nous dérange pas. Et au contraire, je pense que c'est aussi un axe différenciant dans la gestion qu'on peut apporter, dans la proximité avec nos locataires, c'est très important. Mais tout à l'heure, j'ai dit sur les bureaux, on était avec une prime de risque assez faible. Sur le résidentiel, on est sur une prime de risque négative. Donc du coup, là, nous, on ne recommande pas ce genre d'investissement. Plus d'incentive, plus de motivation. Voilà, il vaut mieux investir dans l'obligataire. Okay. Par contre, dans le résidentiel géré, opéré, comme par exemple les résidences étudiantes, les résidences pour personnes âgées, où là, il y a un vrai besoin démographique. Et pareil, les tendances séculaires ça correspond aux tendances séculaires de notre temps. Plus sur les résidences seniors que les résidences étudiantes, parce que la démographie fait qu'effectivement, c'est une question... Il y aura un peu moins d'étudiants, mais le besoin est très fort. Le besoin court terme est très fort, même sur les résidences étudiantes. Et là, on arrive à avoir des rendements plus intéressants. Des fois, on peut dépasser les 5%. Par rapport à du résidentiel libre qui est entre 3 et 3,50. Intéressant. Tu nous as promis une dernière? Oui. Alors la dernière, je reviens sur le bureau, mais j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le bureau en première couronne. Okay. Pareil, pas de concession sur la localisation en première couronne, donc il faut que ce soit une ville reconnue, il faut que ce soit à côté des transports, je vais parler du métro parisien, à côté du métro parisien, en direct. Et là, pas de concession non plus sur la qualité des immeubles, il faut que ce soit des immeubles repositionnés, rénovés et performants d'un point de vue écologique, d'un point de vue environnemental, et avec des locataires, avec des baux, en fait, des perspectives de baux assez long terme. Et là, pour le coup, c'est très intéressant parce qu'on arrive sur des taux de rendement qui sont entre 7 et 8%.
Mais non, il n'y a pas de Il mais. n'y a En pas de fait, mais là non, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est une classe d'actifs qui n'est pas très. Il y a très peu d'acheteurs aujourd'hui, ce qui revient sur la première couronne. C'est pour ça que nous, on recommande de se positionner sur la première couronne, parce que, encore une fois, l'attractivité locative revient en première couronne, j'en ai parlé en liminaire, et donc, dans un deuxième temps, c'est les investisseurs qui vont être intéressés. Et donc, je pense qu'il faut se positionner aujourd'hui sur ces actifs de première couronne, sans faire de concessions sur les emplacements, sans faire de concessions sur la qualité des immeubles. Il faut que ce soit des immeubles modernes, neufs, et sans faire de concessions sur les locataires. Voilà ce qu'on peut dire sur l'immobilier en 2026. On a digéré 2025, tu nous as donné ta vue sur 2026, les secteurs sur lesquels tu crois, Oui. pour plein de raisons que tu nous as listées, et puis aussi les endroits où toi tu n'irais pas trop. Je pense que tu nous as donné une bonne feuille de route, Sébastien. Merci beaucoup pour ta lecture de ce marché. Beaucoup parisien, mais parce qu'on le comprend, Paris, c'est un petit peu la vitrine de la France. On a parlé d'investisseurs français, mais aussi d'investisseurs internationaux, d'où aussi cette prépondérance de Paris dans notre échange. Et on l'a entendu, la logistique, ça, c'est aussi un des autres mots importants de ton propos. Merci beaucoup, Sébastien, le monsieur immobilier de Ophi Invest Real Estate SAS. Merci beaucoup pour ton regard. Et puis, voilà, refuge, toujours cet amour psychologique des Français pour l'IMO, mais on comprend la complexité et des nuances. Merci beaucoup. C'est Lorraine. On a fait le diagnostic, on vous a donné le contexte. Maintenant, vous avez toutes les clés pour transformer ces informations économiques en décisions d'investissement. C'était Money Time. Si ça vous a plu, vous likez, vous partagez. On est sur LinkedIn, on est sur Insta, on est sur TikTok, on est évidemment sur YouTube. Merci à tous nos invités. Merci à l'équipe de Comet Meetings pour son accueil. Merci à l'équipe Aircube de Paris à Bali, en passant par Londres et Lyon. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Money Time. Everything I touch turns to gold. How about